L'hôtesse de l'air a posé une serviette en papier sur ma tablette. Ses mains tremblaient. Écrit à l'encre, à la hâte, il y avait ces mots: faites semblant d'être malade. Descendez de cet avion tout de suite. J'ai levé les yeux vers elle, incrédule. Ses yeux étaient remplis de panique. Pas d'irritation, pas de confusion. De la peur pure. Elle s'est penchée plus près et a murmuré: s'il vous plaît, je vous en supplie. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était une blague, une erreur, ou quelque chose de bien plus grave. Mais ce qui s'est passé 2 heures plus tard a prouvé une chose. Son avertissement n'était pas seulement réel. C'est la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter en indiquant d'où vous regardez. Cette histoire pourrait arriver à n'importe qui. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 30 ans et je suis infirmière en intérim, j'ai vu assez de souffrances humaines pour toute une vie. J'ai tenu la main de patients rendant leur dernier souffle. J'ai réconforté des familles dans les couloirs d'hôpital. Après des mois de travail non-stop, j'ai décidé de prendre une courte pause et de faire une surprise à ma mère à Marseille. Elle venait de se remettre d'une chirurgie cardiaque, et elle n'arrêtait pas de dire que ma voix l'aidait à guérir plus vite. J'avais hâte de voir son visage quand j'allais débarquer à l'improviste. C'était un après-midi normal à l'aéroport de Paris-Orly. Les gens riaient. Des enfants collaient leur visage contre les vitres du terminal, regardant les avions circuler sur le tarmac, et des voyageurs d'affaires tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Je me sentais fatiguée mais sereine. J'ai murmuré une rapide prière de gratitude pour cette vie qui commençait enfin à retrouver une certaine stabilité. En montant à bord de l'avion, j'ai remarqué que les hôtesses de l'air accueillaient les passagers avec des sourires de circonstance. Mais l'une d'elles, dont le badge indiquait le nom d'Amélie, était différente. Elle n'était pas simplement polie. Elle observait. Ses yeux scannaient chaque personne qui montait à bord, comme si elle mémorisait les visages. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a hésité une demi-seconde, presque comme si elle me reconnaissait, puis a rapidement détourné les yeux. Ma place était près du milieu de l'avion, côté couloir. En face de moi était assis un homme en veste noire qui n'arrêtait pas de s'agiter nerveusement. Il a ouvert le compartiment à bagages supérieur à 2 reprises, bien qu'il n'y mette rien. À côté de lui, un adolescent silencieux serrait un sac à dos contre sa poitrine. Rien ne semblait anormal, mais l'atmosphère n'était pas celle du bavardage habituel d'avant-vol. Il y avait une tension, subtile, comme un orage silencieux se formant sous un ciel clair. J'ai envoyé un SMS à ma sœur Chloé. Suis montée dans l'avion. Maman ne se doute de rien. Prépare-toi à filmer sa réaction. Elle a répondu avec des émojis en forme de cœur et des rappels de lui apporter les fameux macarons de la pâtisserie de l'aéroport. Tout semblait assez normal lorsque j'ai bouclé ma ceinture de sécurité et ajusté mon siège. Mais c'est alors que j'ai de nouveau remarqué Amélie. Elle descendait lentement l'allée, faisant semblant de vérifier les compartiments à bagages, mais ses yeux n'étaient pas sur les valises. Ils étaient sur les gens. Elle avait l'air terrifiée par quelqu'un, mais je ne pouvais pas dire qui. En arrivant à ma rangée, elle s'est penchée comme pour placer une serviette sur ma tablette. Elle n'a jamais établi de contact visuel, n'a jamais changé d'expression, puis elle a continué son chemin. J'ai déplié la serviette. Vous n'êtes pas en sécurité. Faites semblant d'être malade. Descendez de cet avion immédiatement. Mon esprit est devenu vide. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une blague. Peut-être que quelqu'un filmait des réactions pour une expérience sociale. Peut-être que c'était une sorte d'erreur. Mais quand j'ai regardé à nouveau Amélie, elle s'était arrêtée au bout de l'allée. Elle s'est retournée lentement et a planté son regard dans le mien. Il n'y avait aucun humour sur son visage, aucune confusion, seulement l'urgence. Mon pouls a commencé à s'accélérer. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre avait reçu une serviette. Tout le monde semblait calme. Personne d'autre ne paraissait alarmé. Quelque chose était en train de se passer, et j'étais la seule passagère à être prévenue. Je ne savais pas quoi croire, mais une chose était certaine. Je ne pouvais pas ignorer le regard dans ses yeux. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand je suis restée assise et pourquoi ce vol a changé chaque aspect de ma vie, restez avec moi.
Et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter avec votre pays ou votre ville ci-dessous. C'est une histoire que le monde a besoin d'entendre. La serviette reposait sur mes genoux comme une bombe à retardement, chaque mot résonnant dans mon esprit. Vous n'êtes pas en sécurité. Faites semblant d'être malade. Descendez de cet avion immédiatement. Mon instinct me hurlait de faire quelque chose, mais la logique me tenait figée sur place. J'ai jeté un regard subtil vers Amélie, l'hôtesse de l'air, qui se tenait près de l'office, le dos droit et les yeux fixés non pas sur moi, mais sur deux passagers assis 3 rangées plus loin. Sa posture n'était pas décontractée. Elle était sur ses gardes, comme si elle se préparait à ce que quelque chose se produise. J'ai essayé de me convaincre que je surréagissais. Peut-être qu'elle avait glissé le mot à la mauvaise personne. Peut-être qu'il ne m'était même pas destiné. Mais c'est alors qu'elle s'est de nouveau retournée. Pendant une fraction de seconde, ses yeux se sont posés sur les miens et j'ai vu quelque chose qui a fait voler en éclats toutes les excuses qui se formaient dans mes pensées. De la peur brute. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui faisait une blague. C'était le visage de quelqu'un qui essayait de sauver une vie. J'ai regardé autour de moi dans la cabine pour détecter quoi que ce soit d'inhabituel. Un homme en sweat à capuche gris était assis là, rigide, près d'un hublot, les mains agrippant le bord des accoudoirs comme s'il se préparait à un impact. De l'autre côté de l'allée, une femme en tailleur tapait rapidement du pied, regardant vers l'avant de l'avion au lieu de se plonger dans son livre. Mais ce qui m'a donné la chair de poule, c'est l'homme en veste noire près de la sortie de secours. Il n'était pas nerveux. Il était trop calme, concentré. Son regard dérivait constamment vers la porte du cockpit, puis vers Amélie, comme s'il attendait un signal. Je me suis agitée sur mon siège et j'ai essayé de calmer ma respiration. Il devait y avoir une explication rationnelle. Peut-être que quelqu'un à bord avait une urgence médicale ou une crise de nerfs. Peut-être. Et puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Les compartiments à bagages au-dessus de la cabine de première classe avaient été scellés avec des serre-flex jaunes. Une chose que je n'avais vue qu'une seule fois, lors d'une vidéo de formation sur les risques de sécurité en vol. Mon expérience d'infirmière m'avait appris à analyser rapidement les situations. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était contenu, surveillé, contrôlé. Avant que je puisse l'assimiler, Amélie s'est soudainement approchée de moi, faisant semblant de vérifier ma ceinture de sécurité. Elle s'est penchée, sa voix à peine audible. Faites-le maintenant. Dites que vous vous sentez mal. Si vous restez sur ce vol, vous n'atterrirez pas vivante. Je voulais parler, poser des questions, mais son expression m'en a empêché. Ce n'était pas de la peur pour elle-même. C'était de la peur pour moi. Elle s'est redressée, a souri mécaniquement et a continué son chemin dans l'allée. Mon corps picotait d'adrénaline. J'ai lentement tendu la main vers le bouton d'appel pour signaler que j'avais besoin d'aide. Mais avant d'appuyer, j'ai hésité. Si c'était réel, et si le fait d'attirer l'attention sur moi ne faisait qu'empirer les choses? Et si faire semblant d'être malade déclenchait le danger dont elle m'avertissait? Mes doigts effleuraient le bouton quand un bruit sourd a retenti à l'arrière de l'avion, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose de lourd. Instantanément, les têtes se sont tournées. Un steward s'est précipité vers le bruit, et j'ai entreaperçu son visage, blanc comme un linge. Derrière lui, l'adolescent qui serrait son sac à dos respirait rapidement dans ses mains. Ses yeux s'agitaient de panique, mais sa panique ne ressemblait pas à la peur de l'avion. Elle ressemblait à la peur d'être découvert. Il n'arrêtait pas de murmurer entre ses dents, « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. » Comme si quelqu'un l'avait forcé à monter dans cet avion contre sa volonté. Soudain, le bruit des moteurs de l'avion a changé alors qu'il commençait à rouler plus vite vers la piste de décollage. Mon cœur battait la chamade. Ça y est. Une fois l'avion en l'air, toute chance d'intervenir en toute sécurité disparaîtrait. J'ai regardé par le hublot le terminal que nous laissions derrière nous et j'ai réalisé avec une certitude profonde que j'étais sur le point de prendre la décision la plus importante de ma vie. Puis mon téléphone a vibré dans ma main avec un texto de ma sœur. Envoie-moi une photo depuis l'avion. Je veux la poster avant que maman te voie. Un moment de déchirement m'a frappé. Elle ne se doutait de rien. Personne ne se doutait de rien. J'ai tapé rapidement.
Quelque chose ne va pas pris pour moi. Mon doigt a hésité. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Alors que l'avion virait vers la piste, j'ai soudain senti une vague de vertige. Pas simulée, mais réelle. Provoquée par la peur pure. Ma vision s'est brouillée et j'ai réalisé que ne rien faire était l'option la plus dangereuse de toutes. J'ai détaché ma ceinture et je me suis levé en chancelant. Quelques passagers se sont tournés pour me regarder avec irritation, supposant que je causais un retard, mais je m'en fichais. En entrant dans l'allée, l'homme à la veste noire a lentement tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient froids, calculateurs, comme un prédateur remarquant un mouvement inattendu de sa proie. À ce moment précis, Amélie est apparue à côté de moi, posant une main ferme sur mon bras, non pas pour m'arrêter, mais pour me guider. Sa voix était calme, mais ses paroles étaient glaçantes. « Suivez-moi si vous voulez vivre. » Amélie gardait sa main fermement sur mon bras comme si elle aidait une passagère malade, mais la prise était trop intentionnelle pour être purement de l'assistance. Les yeux de l'homme en veste noire ont brillé de suspicion alors qu'il se levait lentement de son siège, faisant semblant de s'étirer. Tous mes sens se sont mis en alerte maximale. Amélie m'a guidée vers l'avant de l'avion, sa voix assez forte pour que les autres l'entendent. « Madame, respirez profondément. Nous allons vous chercher un verre d'eau. » Mais juste au moment où nous atteignions l'office, elle s'est penchée et a murmuré d'un ton bas et urgent, « Ne vous retournez pas. Quelqu'un vous observe. Votre siège n'a pas été attribué par hasard. » Ma poitrine s'est serrée alors qu'elle me faisait asseoir sur le strapontin près de la porte de sortie. Le steward s'est placé à côté d'elle, faisant semblant de chercher de l'oxygène. Les lèvres d'Amélie bougeaient à peine tandis qu'elle continuait. La personne qui vise ce siège pense que vous êtes quelqu'un d'autre. Si vous restez sur ce vol ou retournez à votre place, ils agiront pendant l'altitude de croisière. Mes pensées fusaient. Comment mon siège pouvait-il être ciblé? Était-ce une erreur sur la personne? Et si j'étais assise à une place destinée à quelqu'un d'autre, à qui cette place était-elle destinée? Amélie a attrapé un petit appareil dans un compartiment et l'a discrètement glissé vers son collègue. Un signal silencieux est passé entre eux. Le collègue a hoché la tête et s'est éloigné rapidement. Alors que l'avion continuait de rouler, j'ai vu le calme professionnel d'Amélie commencer à se fissurer. Sa respiration s'est légèrement accélérée alors qu'elle passait un appel au cockpit, demandant un retour d'urgence à la porte d'embarquement en raison d'une aggravation médicale. La voix du commandant de bord a répondu avec hésitation, demandant confirmation, et c'est là que je l'ai vue. Amélie a regardé par-dessus mon épaule, au-delà du rideau, et a croisé le regard de quelqu'un. L'expression de son visage s'est durcie. Le commandant a alors annoncé que nous subissions un léger retard et que nous retournions à la porte d'embarquement. L'atmosphère a changé instantanément. Les passagers ont commencé à murmurer avec irritation, gémissant bruyamment. Mais sous ce bruit de surface, j'ai senti quelque chose de plus profond. La panique de certains individus dont les plans étaient perturbés. L'homme en veste noire était maintenant complètement debout, son calme apparent avait disparu. Il a jeté un coup d'œil vers la porte du cockpit, puis vers moi, puis vers les compartiments à bagages comme s'il calculait chaque angle. Derrière lui, l'adolescent silencieux serrait son sac à dos encore plus fort, ses lèvres bougeant rapidement comme s'il priait. La femme en tailleur a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des textos furieusement, ses mains tremblant. Amélie s'est positionnée entre moi et l'allée, bloquant leur ligne de mire, comme si elle savait que tout mouvement soudain vers la sortie pourrait déclencher le chaos. « Vous devez choisir maintenant », a-t-elle murmuré tout en gardant un sourire professionnel pour les apparences. « Si vous descendez de cet avion, votre vie sera bouleversée. Mais si vous restez, vous n'aurez pas d'autre chance de partir en vie. » Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. J'ai pensé à ma mère qui m'attendait à Marseille, pensant que je n'étais qu'à quelques heures de là. J'ai pensé à ma sœur, probablement en train de rire dans sa chambre d'étudiante, montant une vidéo amusante sur la surprise pour maman. Puis j'ai pensé au fait que si Amélie avait raison, ma famille ne me reverrait jamais. L'avion retournait maintenant vers le terminal, mais nous bougions encore. Si la menace était désespérée, il pourrait agir avant même que nous atteignions la porte. Amélie s'est détachée et s'est dirigée vers l'interphone. Sa voix est restée professionnelle, mais j'ai perçu le léger tremblement lorsqu'elle a dit « Personnel de cabine,
préparez les portes pour l'arrivée. Les moteurs ont ralenti. Les lumières de la piste se reflétaient sur les hublots. Soudain, l'adolescent s'est levé brusquement, le visage pâle. « Je dois descendre de cet avion. »« S'il vous plaît, » dit-il fort. Sa voix se brisa sous l'effet d'une terreur réelle. Une vague de confusion a parcouru la cabine. C'était clair maintenant. Je n'étais pas la seule à avoir été avertie ou menacée. Avant que quiconque puisse réagir davantage, l'homme en veste noire a plongé la main dans son bagage à main d'un mouvement délibéré. Amélie s'est immédiatement avancée, levant la main sèchement. « Monsieur, veuillez regagner votre siège », a-t-elle ordonné, mais il s'est figé à mi-mouvement en remarquant que la porte du cockpit s'ouvrait et que 2 agents de la gendarmerie en civil pénétraient discrètement dans l'allée depuis la première classe. C'est alors que j'ai réalisé que toute cette situation était bien plus complexe qu'une simple membre d'équipage agissant seul. Il y avait déjà une opération fédérale en cours, d'une manière ou d'une autre, j'avais été placé en plein centre. Alors que les agents descendaient l'allée, déguisés en passagers ordinaires jusqu'à ce moment. Amélie m'a regardé et a dit doucement mais fermement, « Vous n'avez jamais été la cible, mais maintenant vous êtes la clé. » Mon souffle s'est coupé. Chaque nerf de mon corps me disait que ce moment, ici même, était la ligne de démarcation entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. J'ai hoché la tête une fois. Je veux descendre de cet avion. J'ai dit à haute voix, ma voix stable même si mes mains tremblaient. Cette phrase était ma décision. Amélie a expiré comme si elle avait retenu son souffle. Elle s'est écartée, faisant signe à l'agent. L'avion ne s'était même pas encore arrêté que les agents sécurisaient déjà l'allée et se préparaient à une évacuation immédiate. J'avais fait mon choix, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'avion s'était à peine immobilisé que tout a explosé en même temps. Les signaux de ceinture de sécurité étaient encore allumés, mais 2 agents fédéraux de l'air descendaient déjà l'allée avec une urgence contrôlée. On n'avait pas dit aux passagers la vraie raison de notre retour, donc la confusion s'est répandue en murmures qui se sont rapidement transformés en alarmes lorsque l'un des agents a atteint la rangée où l'homme en veste noire était assis. Au lieu d'obéir, l'homme s'est levé lentement, son expression impassible, presque ennuyée. Ses yeux froids se sont d'abord posés sur moi, puis sur le cockpit, puis de nouveau sur l'agent qui s'approchait de lui. À cet instant, sa main a glissé dans sa veste. Avant qu'il ne puisse en sortir quoi que ce soit, l'agent a crié un ordre et l'homme s'est figé, réalisant qu'il avait été déjoué. Mais ce n'était que le premier déclencheur. Un deuxième homme, assis près de la sortie de secours, s'est soudainement jeté sur le levier de la porte. Toute la cabine a halté. Une hôtesse de l'air s'est élancée pour le bloquer, mais il l'a repoussé avec une force surprenante. L'adolescent à l'arrière a crié, « Ne l'ouvrez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Sa voix n'était pas effrayée. Elle était dévastée, comme s'il savait que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. Les passagers ont commencé à paniquer, certains se baissant, d'autres criant, les enfants pleuraient. La femme en tailleur, qui envoyait nerveusement des textos, s'est levée et a essayé de se frayer un chemin, pour être retenue par un second agent. Elle a hurlé, « Vous ne comprenez pas. Ça va s'activer. » Son visage était vidé de toute couleur. Ces mots ont envoyé une décharge d'électricité glaciale à travers moi. S'activer. Qu'est-ce qui allait s'activer? J'ai regardé Amélie, qui parlait déjà de manière pressante dans l'interphone, sa voix ferme. Restez assis. Ne touchez à aucun compartiment à bagages. Son ton calme ne correspondait pas à la peur dans ses yeux. Elle est entrée dans l'allée et a fait un signe de tête à l'un des agents, qui a alors tendu la main et a ouvert un compartiment supérieur spécifique. Celui juste au-dessus de l'endroit où j'étais initialement censé m'asseoir. À l'intérieur, il n'y avait pas de sac. C'était un appareil câblé et scellé de la taille d'une boîte à déjeuner avec un petit voyant lumineux clignotant. La cabine est devenue silencieuse. Les gens regardaient, incrédules. L'homme en veste noire a souri, non pas de victoire, mais de satisfaction que nous ayons enfin vu la vérité. Il s'attendait à ce moment. Les agents se sont déplacés avec une précision rapide. L'un a maîtrisé l'homme, lui liant les mains derrière le dos avec des serflex alors qu'il regardait droit devant lui, comme s'il avait déjà accepté son sort. L'autre agent a utilisé un scanner sur l'appareil, mais ne l'a pas touché.
Amélie s'est approchée, ne quittant jamais des yeux les criminels, tandis que l'adolescent continuait de répéter « ça ne devait pas être ici aujourd'hui ». Ils ont changé le vol. Ils ont changé la cible. Sa voix tremblait de culpabilité. Il n'était pas un complice. Il était un témoin ou pire, quelqu'un contraint de participer. La porte du cockpit s'est ouverte et le commandant de bord est apparu, le visage pâle. Il a regardé directement Amélie. « Est-ce qu'il est actif ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête sombrement. La tension dans l'air était suffocante. Amélie s'est alors tournée vers moi avec un regard qui m'a glacé le sang. Cet appareil a été placé sous le siège 14C. Votre siège. Mon souffle s'est coupé. On m'avait attribué le 14C seulement ce matin-là, après avoir changé ma réservation pour un vol plus tôt afin de surprendre ma mère. Mon changement de siège n'avait pas été aléatoire. Il avait été intercepté. Si je n'avais pas reçu cette serviette, si j'étais restée assise, si Amélie n'avait pas remarqué le changement, je ne serais pas sortie vivante de cet avion. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Alors que les forces de l'ordre commençaient à évacuer les passagers rangée par rangée, la femme en tailleur continuait de crier à qui voulait l'entendre, s'est déclenchée à distance. Il y a quelqu'un au sol. Ces mots ont déclenché une nouvelle vague de terreur. Les agents se sont immédiatement mobilisés, alertant le contrôle au sol. Des unités d'intervention d'urgence ont encerclé l'avion. Tout le monde était évacué par la porte arrière, la plus éloignée de l'appareil. Quand mon tour est venu, Amélie a posé une main ferme sur mon épaule. Sa voix était basse et calme. Il ne s'agissait jamais de vous. Il pensait qu'un informateur fédéral serait assis à votre place. Quelqu'un avec des documents sensibles. Ils ont ciblé le vol pour un assassinat politique. Vous avez embarqué à sa place sans le savoir. Alors que nous entrions sur la passerelle, j'ai vu 3 hommes en tenue tactique sprinter dans le couloir en direction du terminal. Quelque chose était encore en train de se passer. J'ai entendu des cris depuis la zone d'embarquement. Les gens couraient. L'adolescent, maintenant sous protection, m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a dit, plus pour lui-même que pour quiconque, ils ont dit que personne ne le saurait. Ils ont dit que personne ne serait blessé à part la cible. Il est devenu clair que ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était un coup monté, calculé pour ressembler à un accident en plein vol, une opération de dissimulation. Et j'avais failli être le visage sur tous les journaux télévisés du pays. Juste au moment où j'entrais complètement dans le terminal, mon téléphone, toujours en mode avion, a vibré à plusieurs reprises dès qu'il s'est reconnecté au réseau. Des textos de ma mère, de ma sœur, des appels manqués de numéros inconnus. Puis un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai appuyé sur lecture, les mains tremblantes. Une voix déformée a dit « On sait que vous êtes descendu de l'avion. Ce n'est pas fini. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement une survivante. J'étais maintenant impliquée dans une bataille que je n'avais jamais demandé à mener. Et les gens derrière tout ça n'en avaient pas fini avec moi. Je me tenais dans le terminal, entourée de gyrophares, d'agents fédéraux et de passagers paniqués. Mais à ce moment-là, chaque son me semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau. Le message vocal résonnait encore dans mon esprit. Ce n'est pas fini. Je sentais mes mains trembler, non seulement à cause de ce qui avait failli arriver, mais aussi face à la réalité que j'avais involontairement mis les pieds dans quelque chose de bien plus grand que moi. Une agente s'est approchée de moi avec une expression ferme mais compatissante et a dit que je serais emmenée dans une zone sécurisée, à l'écart du public. Elle a expliqué que les suspects faisaient partie d'un groupe extrémiste national qui planifiait des attentats ciblés déguisés en accidents d'aviation. Ils avaient identifié un lanceur d'alerte fédéral spécifique qui devait voyager sur ce vol sous une identité protégée. Ce lanceur d'alerte avait annulé à la dernière minute sans qu'il le sache. Mon siège, celui qu'il visait, lui était initialement attribué. C'est là que j'ai compris. J'étais en vie non pas par hasard, mais parce qu'une femme que je n'avais jamais rencontrée avait choisi d'agir par instinct plutôt que par routine. Si Amélie avait ignoré son intuition, si elle avait haussé les épaules face au changement de place, si elle avait eu ne serait-ce qu'une minute de retard, j'aurais fait la une des journaux, et non pas une personne vivante racontant mon histoire. Alors que les agents fédéraux m'emmenaient,
je suis passé devant des familles s'étreignant, des passagers pleurant de soulagement et des gens exigeant avec colère des réponses du personnel de la compagnie aérienne. Leur vie avait été perturbée, leur plan de voyage ruiné. Mais avec le temps, ils comprendraient. Ces désagréments les avaient sauvés. J'ai été escortée dans une petite pièce privée où j'ai enfin revu Amélie. Elle n'avait plus l'expression composée d'une hôtesse de l'air. Elle était une agente fédérale infiltrée. Et cette serviette n'était pas juste un avertissement. C'était la première étape pour sauver des centaines de vies ce jour-là. Quand nos regards se sont croisés, j'ai fondu en larmes. Pas de peur cette fois, mais de gratitude. Elle s'est approchée et a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle doucement. Vous n'étiez jamais censé être en danger. Mais quand j'ai vu le regard dans vos yeux, j'ai su que vous étiez assez forte pour entendre la vérité. » Ces mots se sont installés dans mon cœur. Toute ma vie, j'avais été celle qui aidait les autres. Les patients, les familles, les inconnus en crise. Mais ce jour-là, j'ai dû compter sur quelqu'un d'autre pour me sauver. Au cours des heures suivantes, j'ai fait ma déposition. J'ai appris que l'adolescent avait été contraint par le groupe extrémiste et avait discrètement tenté de signaler sa détresse en serrant son sac à dos. La femme en tailleur était en fait une agente infiltrée d'une autre branche, surveillant les suspects sous un angle différent. Plusieurs agences suivaient cette opération depuis des semaines. La décision d'arrêter le vol n'était pas aléatoire. Elle avait été déclenchée au moment où Amélie m'a glissé cette serviette. Parce que j'ai réagi, parce que j'ai bougé, parce que je n'ai pas ignoré les signes avant-coureurs. Ce que je prenais pour de la peur est devenu ma plus grande protection. Ce que je prenais pour de la panique était en fait de la lucidité. Plus tard dans la nuit, j'ai été conduite dans un hôtel sécurisé sous protection fédérale. Je suis restée allongée sur le lit, fixant le plafond, incapable de dormir. Mon téléphone vibrait constamment de messages de ma famille et de mes amis qui avaient vu les dernières nouvelles sur une menace majeure déjouée à Orly. Ma sœur a finalement réussi à me joindre sur une ligne sécurisée, sanglotant de soulagement. La voix de ma mère s'est brisée quand elle a entendu la mienne. J'ai senti les larmes couler sur mon visage en réalisant à quel point j'étais passée près de ne plus jamais entendre sa voix. Je m'attendais à me sentir faible, traumatisée, brisée, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un but. Si cela avait été mon dernier jour sur Terre, je serais partie sans dire au monde ce que j'avais vu, ce que j'avais appris. Que le danger se cache souvent derrière des moments normaux, qu'un seul avertissement peut vous sauver la vie si vous êtes prêt à écouter. Dans les jours qui ont suivi, j'ai coopéré avec les autorités alors qu'elles démantelaient le réseau plus large derrière l'attentat. Mon histoire n'a jamais été rendue publique dans les moindres détails en raison des enquêtes en cours. Mais ce que j'ai vécu a changé le cours de ma vie. J'ai arrêté de vivre passivement. J'ai commencé à prêter attention, non pas avec peur, mais avec conscience. Je me suis promis de ne plus jamais rejeter mes instincts ou ignorer les signes que les autres essaient de me donner. Aujourd'hui, je partage cette histoire parce que vous méritez de savoir que parfois, votre vie dépend d'un choix que vous ne vous attendiez jamais à faire. On ne vous tendra peut-être jamais une serviette avec un avertissement écrit dessus. Mais vous pourriez vous sentir mal à l'aise dans une situation, remarquer quelque chose d'anormal, ou entendre une voix intérieure vous dire d'agir. Ne l'ignorez pas. Votre instinct n'est pas de la panique. C'est une protection. Et parfois, la protection vient sous la forme d'un étranger qui vous supplie d'écouter. Si cette histoire vous a ouvert les yeux ou vous a fait sentir reconnaissant d'être en vie aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner dès maintenant et de commenter d'où vous regardez. Votre commentaire pourrait rappeler à quelqu'un d'autre de prêter attention, et ce rappel pourrait sauver une vie.